15 states have now reached a deal with Purdue Pharma. Agreement, Purdue would plead guilty to 3 federal criminal charges related to its role in pushing the powerful painkiller OxyContin. Sackler family, who created Purdue, said members who served on Purdue's board acted ethically and lawfully against Purdue Pharma, the maker of OxyContin. Members of the billionaire Sackler family and their drug company Purdue Pharma have reached a new settlement deal for the role they played in America's opioid epidemic. And now our family approaches another holiday season without my son. Nous sommes dans les années 90. Les enfants jouent à la Game Boy, le futur géant Sony sort sa première PlayStation, et le monde assiste à la grandeur d'une équipe de France qui sort vainqueur d'une finale de Coupe du Monde, en plus en jouant à domicile. C'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez? Outre-Atlantique, tout semble bleu pour Bill Clinton, alors président des États-Unis, et qui continue de confirmer sa place de grande puissance mondiale. Pourtant mijote dans son coin un terrible drame, et ce qui va devenir la plus grande crise sociale que le pays n'ait jamais eu à traverser, je vous parle de la naissance de l'Oxycontin. Pour pouvoir vous expliquer ce qu'est l'Oxycontin, il va falloir que je vous remette un peu dans le contexte. Alors pour ça, je vais vous demander de vous imaginer la situation qui suit. Vous travaillez 9 heures par jour dans la construction de bâtiments. Au bout de plusieurs années, vous commencez à développer des douleurs au dos. Alors, ne supportant plus ces douleurs, vous décidez de prendre rendez-vous chez votre médecin. Ce dernier, après vous avoir ausculté, vous prescrit une boîte de médicaments, le Saint Graal, des antidouleurs. Vous vous sentez mieux, mais genre vraiment mieux. Et peu à peu, vous sentez qu'une dépendance se crée vis-à-vis de ces antidouleurs. Bon, eh bien, le problème, le voilà. C'est la dépendance des antidouleurs traditionnels. Et une société veut venir régler ce problème, avec un produit révolutionnaire, ou tout du moins qu'elle présente comme révolutionnaire, et cette société, c'est Purdue. La société derrière l'origine du début de ce désastre social et humain est nommée Purdue, une société pharmaceutique basée à Stanford dans le Connecticut. Et l'entreprise est un vrai coffre-fort géant. Elle n'est pas cotée en bourse, aucun document concernant ses comptes et rentrées d'argent ne sont rendus publics, et aucune information n'est trouvable concernant les propriétaires de cette société, si ce n'est leur nom, la famille Sackler. Bon, je vous ai rapidement présenté l'entreprise, mais essayons d'approfondir un peu plus le sujet. Alors jusque-là, l'entreprise vendait un produit phare, son petit bébé, son poulain, que dis-je, sa poule aux œufs d'or, le MS-Contin, un analgésique narcotique ou plus simplement un médicament à base de morphine. Le problème, voyez-vous, c'est que la concurrence est rude à cette époque, et ça l'entreprise le sait. Sentant alors le vent tourner et constatant des baisses de vente sur son produit, elle décide alors de renverser la balance, de tenter le tout pour le tout. Le laboratoire développe alors un médicament à partir de l'oxycodone, un opiacé semi-synthétique aux effets similaires à son MS-Contin. Le produit va être sobrement dénommé OxyContin et vendu comme un médicament révolutionnaire, ultra performant et qui ne crée pas la moindre accoutumance, aucune addiction. Enfin ça c'est sur le papier, parce que la réalité va être tout autre. Mais personne ne le sait encore. Alors c'est donc en 1995 que le produit va être commercialisé, après l'approbation de la FDA, la FDA étant une administration dont nous parlerons un petit peu plus tard, mais c'est en 1998 qu'elle va réellement commencer à connaître un succès. Un succès qui va, mais à ce moment-là on ne le sait pas encore, causer le début d'une crise majeure. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va se rendre compte que la famille Sackler, à l'origine donc de la société Purdue, est tout simplement une famille de grosses merdes. Voilà. Tout simplement de grosses merdes. Mais de grosses merdes avec un génie marketing. Et vous allez voir pourquoi je parle de génie marketing. Parce que oui, si la famille Sackler veut vendre son nouveau bébé, l'OxyContin, elle va donc devoir réaliser, et ce comme le ferait n'importe quelle autre entreprise, ce qu'on appelle une étude de marché. C'est ainsi que l'entreprise, ou la société, appelez-la comme vous voulez, va porter sa stratégie commerciale sur certaines régions très précises des États-Unis d'Amérique.
et répondant à ces deux principaux critères. Tout d'abord, un taux de chômage doit y être élevé, c'est-à-dire en tout cas au-dessus de la moyenne nationale. Enfin, secondo, le taux d'accident du travail doit aussi y être au-dessus de la moyenne nationale. Dès lors, l'entreprise a ciblé sa clientèle, et l'Oxycontin étant sur ordonnance obligatoirement, elle va désormais trouver ses futurs dealers dans ces régions-là. C'est donc par le biais des médecins de famille que l'entreprise va recruter plus d'une centaine d'entre eux. Entre 1996 et 2002, Purdue a tout simplement réussi à décupler sa force de frappe, en recrutant plus de 700 médecins à travers les États qu'elle a ciblés. Pour les médecins, le deal est très simple. Plus ils vont prescrire de boîtes d'Oxycontin, plus ils toucheront de primes. Et plus les doses prescrites seront fortes, plus les primes seront élevées. Et le succès est tel qu'en l'espace de 6 ans, l'argent engrangé par les ventes d'Oxycontin est passé de 46 millions de dollars à plus d'1 milliard de dollars. Juste en l'espace de 6 ans. Et c'est que le début. Mais vraiment le début de l'Oxycontin. Mais alors, je vous parlais de Jenny Marketing. Mais pourquoi est-ce que je vous parlais de Jenny Marketing ? Alors laissez-moi juste revenir sur ça, et plutôt que de vous en parler, je vais vous le montrer. Puisqu'en 1998, Purdue Pharma a sorti ce spot publicitaire. Most people, when they hear that, think, oh my God, you must just lay around in bed all day, really zoned out, you can't do anything, you can't function. But it's not like that at all. Instead, I've become a more active and productive person. In all these pictures, I look at myself, I look so heavy and so unhappy. And now I look completely different, I feel different. Life is wonderful again. I have found life again and it's worth living now. And I'm so grateful. Alors des patients modèles, une vie de famille retrouvée, la recette elle est simple. Mais la recette elle va se révéler terriblement efficace. Puisque ce spot publicitaire-là, il va tout simplement être diffusé partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Puisque de récents documents ont démontré que ce spot publicitaire avait été envoyé par la société Purdue à plus de 17 000 médecins à travers tous les États-Unis d'Amérique. 17 000 médecins. À tel point que les Américains moyens, on parle de gens comme vous et moi, se mettent à crever les uns après les autres et à devenir de plus en plus dépendants à l'Oxycontin, de plus en plus dépendants aux opioïdes. Mais ça, tout le monde s'en fout. Et plus précisément Purdue. Pourquoi ? Parce que l'argent coule à flot. Alors pour ceux qui se demanderaient comment c'est possible, comment des médecins ont pu avoir si peu d'éthique et accepter quelque chose d'aussi dégueulasse ? Eh bien la réponse elle est simple, c'est qu'ils savaient tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que la famille Sackler elle avait une stratégie, celle de la persuasion. La famille Sackler elle voulait convaincre l'intermédiaire de vente. En effet, le médicament étant sous ordonnance, la famille Sackler savait pertinemment qu'une fois l'intermédiaire de vente convaincu, et le médecin donc devenu dealer, n'importe quelle personne, donc des personnes comme vous et moi, et qui fait confiance à son médecin, se retrouverait tout simplement à prendre le premier produit qu'il lui prescrit. Et c'est sur ça qu'elle a misé toute sa stratégie. Pour ce faire donc, la famille Sackler elle a enrôlé 2 organisations dans sa stratégie, l'American Academy of Pain Medicine et l'American Pain Society. 2 organisations spécialisées dans le traitement des douleurs sévères et composées de professionnels de santé qu'elle a donc enrôlés dans sa campagne de déstigmatisation des opiacés. Mais et donc le gouvernement dans cette histoire ? La FDA. Après tout, la FDA c'est quand même l'administration qui est chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments. C'est par la FDA qu'un médicament peut être autorisé à sa vente. Pour ce qui est de la FDA, ils ont tout simplement accepté que le produit soit vendu. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, d'après eux, le produit, via les tests qui avaient été mis en avant par l'entreprise, ne devait pas rendre addict. Parce que justement son absorption était lente et les effets ne se ressentaient pas immédiatement. Donc pour eux, il n'y avait pas de risque d'addiction. Alors c'est une excuse totalement foireuse, sa mère. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une excuse totalement foireuse ? C'est parce qu'on sait qu'en 1998, l'homme et le docteur Curtis Wright, qui était tout simplement à la tête du comité ayant autorisé la commercialisation de l'Oxycontin en 1995 donc, a rejoint les rangs de Purdue en 1998, soit littéralement 3 ans plus tard. On repassera sur l'éthique du mec.
Bon, mais la question c'est quand est-ce que ça s'arrête ce bordel? Eh bien, faudra attendre 2006. 2006 pour que le corps médical se réveille face au danger de l'oxycontin. Il faudra donc attendre la publication d'un article du médecin Leonardo Polozzi. Bon, celle-là, elle est un peu limite, je vous l'accorde. Mais donc, il faudra un article de cette personne-là, faisant état d'une augmentation de 91% des décès liés aux opiacés entre 1999 et 2002, pour que le corps médical commence à se dire « c'est la merde ». En mai 2007, tout s'accélère. La société entre dans la légende, en plaidant coupable pour avoir induit le public en erreur sur l'oxycontin à propos du risque de dépendance et en acceptant de payer 600 millions de dollars dans l'une des plus grandes affaires pharmaceutiques de l'histoire des États-Unis. Dès lors, les poursuites judiciaires à l'encontre de Purdue vont se multiplier et pleuvent à travers tous les États-Unis. Dès 2010, les ventes de l'oxycontin chutent drastiquement, tandis que les plaintes à l'encontre du groupe, elles, grimpent. Poursuites pour généralisation d'abus d'oxycontin dans les Appalaches, poursuites pour non-intervention de Purdue lorsqu'ils ont été notifiés des dépendances de leurs médicaments. Au total, ce sont plus de 2000 plaintes contre Purdue qui vont voir le jour. Alors pour s'éviter un procès, le groupe pharmaceutique se déclara en faillite en septembre 2019, de sorte à être placé sous le régime des faillites et donc bénéficier d'une certaine immunité pour la famille Sackler, en échange d'un versement de 4,5 milliards de dollars. Mais cette stratégie ne fonctionnera pas, puisque plusieurs États s'y opposeront, souhaitant que la famille Sackler paie, qu'elle paie pour le mal qu'elle a causé. Mais en mars 2022, la famille Sackler proposera 6 milliards de dollars versés sur 18 ans. Un accord qui, aujourd'hui, est encore en attente pour être validé par un juge des faillites. La crise des opiacés, à l'heure d'aujourd'hui, elle représente un demi-million de morts à travers les États-Unis d'Amérique. Elle est considérée par de nombreux experts comme la plus grande épidémie et crise sociale qu'ait traversé le pays. Je vous parle de familles détruites, des mères pleurant leur enfant décédé des suites d'overdose, des enfants, eux encore en bas âge, qui finiront pour certains dans des familles d'accueil après avoir perdu leur mère et leur père de l'addiction. Et derrière ce drame, derrière toutes ces familles brisées ne se trouve qu'un seul responsable. Toujours le même. L'avidité, la quête de l'argent et ce quoi qu'il en coûte. Purdue, les Sackler et l'oxycontin sont devenus les symboles des excès d'une industrie pharmaceutique prête à tout pour engranger des profits. Et je finirai par dire que ce qui définissait autrefois l'homme, c'était son humanité. Une humanité perdue jour après jour, année après année, et dont il ne reste aujourd'hui à mon sens plus qu'une vague incompréhension. Parce que comme je l'ai écrit un jour, l'humain n'a plus d'humain que le nom. I get people who tell me, oh, I would die if my kid died. What do you think happened to me? My soul died. I am dead. I'm dead on the inside. Smiles and laughter, it's just for show. But I'm dead on the inside.